Aujourd'hui, on va explorer ensemble les limites du monde gréco-roman. Si vous vous intéressez un peu à l'Antiquité, vous avez remarqué que dernièrement, on peut vous parler de l'armée du premier empereur de Chine, qui à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ a été enterré avec cet empereur à Xi'an. Certains disent que ces statues en terre cuite seraient d'inspiration grecque. Il y aurait là une impulsion de la culture hellénistique portée par Alexandre le Grand. Vous avez peut-être aussi entendu parler d'un film chinois qui, dans les 10 dernières années, a eu beaucoup de succès et qui évoquait la présence d'une légion perdue des Romains suite à la défaite de Car de Crassus, légion qui serait arrivée jusqu'en Chine et qui aurait fait une sorte de guerre qui rappelle nos conflits actuels sur la route de la soie, donc au 1er siècle avant Jésus-Christ, vers 48 avant Jésus-Christ. Cette interprétation est due à un certain Homer Dapps qui a lu les textes chinois Han Shu Weilue et qui a interprété un certain toponyme de la Chine nord-occidentale comme faisant référence à Rome. Récemment, on a fait aussi des tests génétiques et on a vu qu'effectivement, dans l'Antiquité, les populations qui vivaient au nord-ouest de la Chine étaient de type arien, donc peut-être quand même blond aux yeux bleus, d'où le maintien de cette légende moderne d'une influence, disons, steppique, eurasiatique sur les ânes. Enfin, dans l'archéologie de l'Asie centrale, et en particulier en Xinjiang, on a vu des représentations comme cette célèbre tapisserie d'un guerrier blond aux yeux bleus du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors, est-ce que les Romains sont-ils vraiment allés jusqu'en Chine ? Peut-être pas eux-mêmes, ou dans tous les cas pas beaucoup, mais les objets romains ont pu voyager jusqu'en Chine. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 3 aspects différents pour essayer d'esquisser un panorama des frontières orientales du monde gréco-romain. Dans un premier temps, on va parler des représentations gréco-romaines des espaces, jusqu'où connaissaient les Grecs et les Romains ensuite le monde dans lequel ils vivaient. Dans un deuxième temps, je vais vous parler de l'histoire de ce qu'on appelle aujourd'hui, à partir de la fin du 19e siècle, la route ou les routes de la soie, grand concept dans la politique chinoise actuelle. Et enfin, dans un troisième temps, je vais vous parler de quelques découvertes exceptionnelles d'objets romains ou gréco-romains ou d'inspiration gréco-romaine réélaborés en Inde qui sont arrivés jusqu'en Chine, en particulier par les routes du bouddhisme, donc la communication nord-sud dans le contexte bouddhique. Commençons donc par l'histoire des représentations des espaces ou l'histoire des cartes mentales dans l'Antiquité gréco-romaine. Et bien sûr, nous devons commencer avec Homère. Les Grecs, à l'époque mycénienne et ensuite jusqu'à l'époque archaïque, voyaient le monde autour de la Méditerranée, ce que nous appelons la Méditerranée et ce que les Grecs eux-mêmes appelaient la mer intérieure, tout simplement parce que la Méditerranée, ajoutée à la mer Noire, était entourée par des terres, en particulier par les 3 parties dans lesquelles les Grecs ont divisé le monde à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, l'Europe, l'Asie et l'Afrique ou la Libye. Donc pour Homère, le monde était plutôt centré sur la Méditerranée centrale et orientale et on voit les peuples donc dans l'Iliade qui s'alignent sur le littoral nord de l'Égée et de la mer Noire. On voit aussi l'exploration grecque qui va de la Crète jusqu'à la Sicile, à l'Italie du Sud et à l'Afrique du Nord. Évidemment, Homère n'avait pas une grande connaissance de l'Asie, même pas de l'Asie occidentale, et ne connaissait pratiquement rien au-delà du delta du Nil. D'autres auteurs épiques de l'Antiquité nous parlent des contrées de l'Asie occidentale et du nord-est du monde grec. Ce sont surtout ceux qui ont traité du mythe des Argonautes, donc ceux qui sont partis de Thessalie avec Jason à la recherche du toison d'or, un mythe qui structure l'imaginaire grec autour de sources de l'or qui se trouvent dans le Caucase et tout particulièrement dans la Colchide. Mais encore une fois, nous n'allons pas très loin
au-delà du Caucase. Nous ne pénétrons jamais à l'intérieur de l'Asie. Et tout cela jusqu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, quand les Grecs entrent en contact avec l'empire des Perses, Achéménides, pour lesquels les Grecs eux-mêmes travaillent, surtout dans les explorations militaires, géographiques. Pour connaître les profondeurs de l'Asie jusqu'à l'Inde, nous devons attendre les Achéménides, c'est-à-dire l'invasion perse en Asie occidentale, comprenant l'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie d'aujourd'hui, sur les rivages égéants de laquelle les Grecs vivaient depuis au moins le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Sur ces rivages se trouve également la cité de Milet, qui est le berceau de la philosophie naturelle, de l'histoire naturelle, de l'urbanisme. Et c'est par les Milésiens qui ont été impliqués dans des expéditions militaires perses que les Perses eux-mêmes apprennent les dimensions de la Méditerranée et de la mer Noire, mais aussi que les Grecs découvrent les contrées, donc l'océan Indien et jusqu'à la façade occidentale de l'Inde. Je parle bien de l'Inde et non pas de la Chine, parce que pour passer l'Hindoukouche, nous devons attendre Alexandre le Grand. Mais nous ne sommes pas encore là. On était donc avec les Achéménides à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, au moment où les Grecs inventent la partition de toutes les terres en 3 grandes parties, 2 ou 3. Ce sont ces parties qui vont devenir nos continents. En fait, dans l'Antiquité, on n'a pas de continent à proprement parler. L'Europe, l'Asie, l'Afrique, toutes les terres forment un continuum. C'est seulement à partir de la Renaissance et de la découverte de l'Amérique que l'on partage le monde en 2 continents, le monde ancien, qu'on connaît, donc Europe, Asie, Afrique, et le monde nouveau, les Amériques. Et c'est donc à partir du XVIe siècle qu'on voit, XVe, XVIe siècle, qu'on voit des cartes où les continents reçoivent des noms, donc comme la carte de Waldseemüller. Dans l'Antiquité, nous avons donc des parties d'un même continuum des terres et une exploration qui se poursuit au IVe siècle avant Jésus-Christ et ensuite même au IIIe siècle après Alexandre le Grand vers l'Orient, dans les pas de Dionysos, le dieu grec du vent, qui était réputé avoir déjà créé l'agriculture et en particulier la culture de la vigne jusqu'en Asie centrale, en Inde et même en Chine, dans le nord-ouest de la Chine actuelle, et dans les pas du héros grec Héraclès, qui a civilisé le monde. Donc le mythe d'Héraclès, c'est une sorte d'explication pour l'acquisition des progrès de la civilisation humaine tout autour de la Méditerranée et même au-delà en Asie jusqu'en Inde. Ce mythe se métamorphose, se transforme donc, et continue à s'inventer jusqu'à l'époque romaine. Les Achéménides permettent de découvrir au-delà et Alexandre le Grand lui-même, qui conquit l'empire achéménide, permet d'intégrer au monde grec pratiquement toute l'Asie, c'est-à-dire jusqu'à l'Asie centrale, jusqu'au Kazakhstan, Ouzbékistan et Pakistan, Afghanistan et jusqu'au nord de l'Inde actuelle. C'est pour cela que nous étudions encore le grec ancien. C'est pour cela que le grec est la langue de l'hellénisme, de la chrétienté, parce que les Grecs ont occupé l'Asie de la fin du IVe siècle jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ et ont continué d'influencer les civilisations et les empires de l'Asie jusqu'au moins la conquête islamique. Ces conquêtes d'Alexandre qui vont jusqu'en Afghanistan, où on a trouvé des villes hellénistiques entièrement grecques et Cocorico, c'est le mérite d'une mission française conduite par Paul Bernard dans les années 70 qui a mis à jour au milieu de l'Afghanistan cette ville absolument exceptionnelle, entièrement grecque, Aïranoum, avec des fragments de papyri et de parchemins montrant qu'en Afghanistan, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, on lisait de la philosophie grecque d'Aristote et le théâtre attique de Sophocle.
Donc sur les traces d'Alexandre, on a recueilli pas mal d'informations géographiques sur les espaces, mais aussi sur les peuples de l'Asie. Et ces informations ont été compilées à Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus-Christ par Ératosthène. Ératosthène est l'inventeur de la géographie, à la fois du mot et de ce principe qui est grec à l'origine, donc purement européen, de faire une carte de la Terre en prenant en compte sa sphéricité. C'est-à-dire, dans les cartes d'Ératosthène, nous avons les prémices de la latitude et de la longitude. Chaque lieu a des coordonnées qui sont calculées selon sa position sur le globe terrestre. L'idée que la Terre est un globe n'est pas nouvelle, elle apparaît avec les pythagoriciens et elle s'affirme avec Protagoras en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ. Elle n'était pas partagée par d'autres civilisations qui avaient des images complètement différentes et nous allons attendre jusqu'au XVIIe siècle, par exemple en Chine avec Matteo Ricci, pour voir des cartes géographiques, c'est-à-dire où les lieux prennent en compte la position sur la sphère terrestre et non seulement les rapports des lieux les uns par rapport aux autres. Évidemment, on peut faire des cartes excellentes et les Chinois l'ont très bien fait depuis l'Antiquité sans prendre en compte ces sphéricités, surtout quand on est sur des régions plus réduites. Mais ce sont les Grecs qui ont porté ça et c'est un résultat de leur connaissance, de leur découverte de l'Inde et de l'Asie centrale. Avec ces découvertes, les Grecs ont remarqué que le monde est beaucoup plus long, c'est-à-dire de l'océan Atlantique jusqu'en Asie centrale et plus tard jusqu'en Chine, qu'il n'est large, c'est-à-dire du sud, c'est-à-dire du nord de l'Afrique, maximum au Sahara, jusqu'en Europe centrale, voire en Europe du Nord. Et c'est ce monde en forme de rectangle qui va dominer toute la cartographie antique et médiévale jusqu'aux cartes de la Renaissance. Vous pouvez voir ici quelques exemples des représentations d'orbis terrarum, c'est-à-dire de ce cercle ou de ce rectangle, orbis triquadrus, formé par les trois parties de la Terre. On peut remarquer donc que les connaissances restent limitées plus ou moins au niveau de la Russie, de l'Ouzbékistan et de l'Inde, c'est-à-dire jusque là où Alexandre lui-même et à sa suite les Séleucides ont poussé les conquêtes. Un moment essentiel de l'histoire des représentations de l'espace antique est représenté par Claude Ptolémée. Au IIe siècle après Jésus-Christ, ce astronome d'Alexandrie a compilé des coordonnées de à peu près 8000 toponymes et il en a fait des cartes régionales et des cartes de tout le monde. C'est là qu'on voit qu'à l'époque romaine, et en particulier à partir de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, donc disons plus ou moins à l'époque de Trajan, les Romains ont poussé encore plus à l'est les connaissances géographiques. Claude Ptolémée raconte l'histoire d'un certain Maestitianos, qui serait parti de la Syrie actuelle et qui aurait amené ou envoyé plus exactement ces caravanes jusqu'à une capitale des Cérès d'un peuple que nous associons aux Chinois ou en tout cas aux producteurs de la soie. Mais Ptolémée et ses découvertes romaines, ses incursions romaines en Chine restent isolées. Si nous regardons la cartographie tardo-antique, nous voyons que c'est toujours un schéma hellénistique qui laisse l'espace de la Chine relativement flou. Nous pouvons le constater en comparant donc la carte de Ptolémée qui est assez détaillée sur les toponymes de l'Inde, ou encore une carte du IVe siècle après Jésus-Christ, la table de Pétanger, qui est une compilation des routes romaines qui vont effectivement jusqu'aux confins de ce peuple qui fabrique la soie. Évidemment, je ne parle pas ici des représentations des terres mythiques et pour parler des confins orientaux du paradis terrestre. C'est à partir du 4e, 5e siècle après Jésus-Christ qu'on voit apparaître l'idée que dans une île
qui peut être quelque chose comme Sri Lanka ou tout ce qui se trouve en Indonésie, Vietnam, Indonésie, tout ce qui est au-delà de l'Inde. Il y aurait une île d'or ou d'argent, Chrusé, Arguré, qui pour les chrétiens, ou mieux dit judéo-chrétiens, serait l'endroit où un paradis de sages, des gymnosophistes, ou en tout cas un paradis, un Éden, serait encore préservé. C'est une idée qui va se transmettre bien sûr jusqu'à la Renaissance et qui va donner naissance aux divagations de Colomb. Nous voyons donc ce paradis terrestre apparaître sur des cartes antiques, comme cette carte de Cosmas Indicopleustes au VIe siècle après Jésus-Christ. Vous remarquez donc à droite les fleurs, donc ce jardin originel de l'humanité qui reste actuellement inaccessible. Mais je vous ai mentionné la table de Petanger et cette compilation de routes romaines qui vont jusqu'aux confins de la Chine. Nous sommes donc sur les routes et en effet, l'histoire de l'Asie peut être écrite comme une histoire des routes. Aujourd'hui, on parle beaucoup des routes de la soie et les historiens ou les politiques chinois mettent en avant quelques voyageurs chinois qui, dès l'époque de Han, seraient allés jusqu'en Asie centrale. On cite pour le IIe siècle avant Jésus-Christ en particulier le nom de Zhang Qin, ou plus connu au 1er siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire exactement à l'époque où Maes Titianos allait de la Méditerranée jusqu'à la Chine, un envoyé de Bao Chao, un amiral chinois qui serait arrivé jusqu'au golfe Persique et qui aurait entendu parler de l'Empire des Romains. Plus tard, à partir du IVe siècle, nous avons des voyageurs chinois qui vont en Inde. Et comme je vais vous le raconter tout de suite, c'est en Inde en fait qu'on garde des oasis d'hellénisme qui se développent en parallèle avec l'hellénisme du monde méditerranéen. Tout cela nous montre qu'il y a des voies de communication par terre et par mer entre la Méditerranée et la Chine. Mais le nom de route de la soie n'apparaît qu'à la fin du XIXe siècle. Il est inventé par un géologue allemand, Friedrich von Richthofen, qui a essayé de suivre donc l'itinéraire de Maes Titianos et de faire une sorte de métaphore des échanges entre la Méditerranée et la Chine. En réalité, comme on le voit aujourd'hui, même des cartes que les Chinois eux-mêmes font pour la géopolitique internationale, la route de la soie n'est pas unitaire. C'est un réseau de routes qui vont d'une part par la steppe, donc par le nord, et il faut dire que par cette voie, des éléments du monde grec et ensuite des éléments du monde romain, des objets romains directement en verre, sont arrivés jusqu'au Japon. Ce sont les tribus des steppes du nord, ce que les Grecs appelaient Scythes ou Sakai, qui les transportent entre la mer Noire ou l'Europe centrale jusqu'à la Sibérie et même au-delà, donc à la Corée et au Japon. Plus tard, on aura d'autres cultures comme les Huns, qui eux-mêmes vont partager des éléments de culture et on parle donc de nomades, de semi-nomades et de cette civilisation des steppes qui sait acquérir des éléments à la fois du monde chinois et du monde gréco-romain et les transmettre, donc agir comme un vecteur entre les deux mondes. Il y a ensuite les routes terrestres qui passent nécessairement par l'Iran, donc par les mondes iraniens, parce que l'Asie centrale est elle-même un monde iranien par la Bactriane et la Sogdiane avant de devenir un monde turcique par l'invasion des Huns. Et donc il faut traverser tous ces empires, ce qui est possible à certains moments de l'histoire, comme au 1er siècle après Jésus-Christ. Et enfin, il y a les routes de la soie maritime par l'océan Indien. Donc on doit passer de l'Égypte à l'Inde et remonter l'Indus pour arriver à l'Asie centrale, voire remonter au-delà par l'Ouzbékistan, Tadjikistan, jusqu'au Xinjiang et à la Chine, voire à la Mongolie actuelle. Sur cette route méridionale, on voit aussi la diffusion d'objets romains. Ce sont surtout des vers,
Donc la technique du verre roman est quelque chose que les Asiatiques ont apprécié. On a un verre persan, achéménide, mais ce sont seulement les Romains qui ont inventé la technique du verre soufflé ou qui ont fait du verre millefiori, donc à partir du 1er siècle de notre ère. Et les Asiatiques, y compris les Chinois, adoraient ces objets extrêmement fragiles, donc extrêmement chers au moment où ils arrivaient jusque dans leur contrée. Nous savons par un texte, encore une fois, du 1er siècle après Jésus-Christ, qui s'appelle le périple de la mer Rouge, de la mer Érythrée, et qui correspond en fait à notre mer Rouge, à la mer d'Arabie et jusqu'à l'océan Indien. Donc ce périple nous raconte quels sont les objets commerciaux qu'on peut vendre et acheter dans différents comptoirs de l'océan Indien. Eh bien, parmi les objets du monde gréco-roman qui ont du succès en Inde et au-delà en Asie centrale, voire jusqu'au Vietnam, en plus des verres et du métal, on découvre qu'il y a les instruments musicaux et les esclaves, en particulier les femmes grecques qui faisaient la délectation des rois de l'Inde occidentale. Mais en effet, des métaux, on en trouve beaucoup, et non seulement qu'on trouve des monnaies ou des imitations de monnaies, surtout romaines, en Inde et jusqu'au Vietnam, mais on trouve aussi des centres de production créative, c'est-à-dire d'objets d'influence hellénique en Inde, en Afghanistan et jusqu'en Asie centrale. Et ce phénomène donc, de production d'objets helléniques continue depuis Alexandre le Grand, dès le 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à la fin de l'Antiquité. Comment est-ce possible? Eh bien, après Alexandre le Grand, Séleucos a fondé l'empire séleucide. C'est un empire grec d'Asie qui a duré donc de la fin du 4e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais les parties de l'Inde et de l'Asie centrale ont été perdues par les Séleucides dès la fin du IIIe siècle, définitivement perdues dès la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ces parties, qui étaient fortement hellénisées, donc où on parlait grec, où les chefs, l'armée était grecque, on combattait selon les méthodes de la phalange macédonienne, ces parties fortement hellénisées sont devenues un royaume qu'on appelle dans l'historiographie moderne le royaume gréco-bactrien. Et ce royaume gréco-bactrien s'étend au IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'en Inde, en récupérant des territoires d'un empire indien qui s'était développé après Alexandre le Grand, l'empire des Maurya. Et comme cela, on a deux états d'influence grecque avec des rois qui portent des noms grecs jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc le royaume gréco-bactrien et son petit-fils, si on puisse dire, le royaume indo-grec. C'est un phénomène hellénique très intéressant parce que un des rois indo-grecs, en particulier celui qui est considéré comme le plus important, Ménandre, le premier, est un roi bouddhiste. Eh bien, les Grecs ont été des bouddhistes et on a un texte en pali, les questions de Milanda, qui est un dialogue entre ce roi de nom grec, de culture grecque, et un sage bouddhiste qui est arrivé à l'état d'éveillé et qui relève, donc c'est un texte très important dans le bouddhisme ancien. C'est bien à partir de ces régions qui, à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, 1er siècle après Jésus-Christ, passent sous domination des tribus venues du nord, et qui sont des tribus qu'on appelle des Kushanes, probablement encore locuteurs de langue indo-européenne. Donc c'est à partir de ce noyau d'hellénisme gréco-indien que l'hellénisme se maintient en Asie centrale et que les Chinois apprennent l'existence donc du monde gréco-roman. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est dans ce contexte des royaumes gréco-bactriens et indo-grecs qu'apparaît l'art bouddhiste. Les religions de l'Inde étaient
aniconique avant l'arrivée des Grecs, et c'est sous impulsion grecque donc qu'on voit apparaître des représentations de Bouddha qui sont inspirées de l'art grec qui représentait les dieux Apollon, Hélios, et surtout en grande partie, et c'est dont je vais vous parler par la suite, des scènes liées au dieu Dionysos. Pendant la domination kushane, donc de ces tribus venues du nord, du nord-ouest de la Chine, du nord de l'Asie centrale, l'hellénisme se poursuit, même si au IIe siècle après Jésus-Christ, nous avons un décret qui atteste le fait qu'on met un terme à l'usage officiel de la langue grecque à la faveur d'une langue bactrienne. La langue bactrienne qui s'écrit dans un alphabet adapté de l'alphabet grec, mais qui est une langue iranienne, donc qui a résisté depuis avant l'arrivée d'Alexandre le Grand et des Grecs. Cependant, on voit que des noms grecs continuent à être donnés à des enfants, et on a surtout des noms homériques, ce qui prouve que les gens pouvaient encore avoir une idée de la littérature grecque, même quand on est au IIe, IIIe siècle après Jésus-Christ. Ces cultures grecques allaient se poursuivre, même au-delà de nouvelles invasions. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, les Perses, en fait, les Sassanides, reprennent le contrôle de l'Asie centrale jusqu'aux confins de l'Inde, donc mettant terme à ce royaume couchant. Et on a des formations politiques comme les royaumes kushano-sassanides, donc des cultures iraniennes, mais aussi d'influence grecque, une influence qui se voit beaucoup dans l'art. Au-delà des Sassanides, on a d'autres envahisseurs du nord, ce sont les Huns, différentes tribus des Huns, des Kidarites, des Hephthalites. Ce sont des peuples qui parlent des langues turciques et qui occupent l'Asie centrale et qui vont rester en Asie centrale jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, ces peuples apprécient eux aussi la culture hellénique. Pourquoi ? Peut-être parce que dès l'origine, il y a eu une supériorité technique des Grecs ou des hellénophones sur le plan militaire, du point de vue des armes et de la manière de combattre. Il y a eu certainement une autre manière de faire de l'art, un art anthropomorphique, avoir le courage de représenter l'homme et de rapporter tout ce qui les entoure à l'homme. Également dans l'art, les Grecs, surtout dans ce contexte de l'Asie, sont réputés ou font distinction par le fait qu'ils ont le courage de représenter l'homme nu. C'est quelque chose de très scandaleux, n'est-ce pas, aussi bien dans un domaine iranien que dans un domaine indien ou chinois. Donc nous avons des objets qui pour eux sont très exotiques, où on voit des très belles hommes, donc des figures apolliniennes ou dionysiaques, qui sont conservées parce qu'il y a un prestige qui est lié à la fois à cet exotisme et à une civilisation supérieure, ou en tout cas une civilisation appréciée en tant que civilisation qui se trouverait loin et dont le nord de l'Inde et l'Asie centrale gardent la mémoire vive. Sur ce fond hellénique de l'Inde et de l'Asie centrale, arrivent à l'époque romaine jusqu'en Chine des objets fabriqués dans l'est de la Méditerranée. Je vous montre ici le plus ancien objet romain qui arrive en Chine. C'est un plat dionysiaque qui a en son centre un Dionysos sur une panthère, entouré de l'image des 12 dieux. Et ces 12 dieux eux-mêmes, qui chacun est représenté par son visage et l'animal caractéristique, sont à son tour entourés par un rinceau de vigne avec beaucoup d'animaux. Donc un produit entièrement romain, datant de la fin du IIe ou du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui s'est retrouvé en Chine, à Beitan, dans une tombe, dans des fonctionnaires chinois qui étaient responsables des territoires occidentaux, c'est-à-dire à la confluence avec l'Asie centrale, cette terre de l'hellénisme oriental.
Plus intéressant encore, on a découvert récemment à Datong, c'est-à-dire au nord-ouest de la Chine, un bol en or qui représente une scène complètement romaine, dont l'original remonte à l'empereur romain Septime Sévère, et qui associe dans un char triomphal romain les dieux Dionysos, Bacchus, Liber Pater, et d'autre part Héraclès, le héros dieu. Pour Septime Sévère, il s'agit des deux dieux de Lepsis Magna, la cité de Septime Sévère en Afrique du Nord. C'est une scène romaine qu'on trouve dans l'Empire romain, à Rome même, ou sur des reliefs en Thrace, en Bulgarie, des reliefs peut-être consacrés par des soldats romains, et qui arrivent donc jusqu'en Inde et dans la région de Gandhara, du nord de l'Inde, où on réélabore cette scène sous les lumières de l'hellénisme ancien gandharien. Pourquoi ? Vous voyez que les deux dieux sont nus, ce qui devait être vraiment choquant pour le public chinois et central-asiatique. Eh bien, les Romains représentaient les dieux nus. Cependant, les dieux barbus, d'un certain âge, avaient l'habitude de se couvrir, seulement de manière exceptionnelle. Zeus, Neptune, Saturne, donc les dieux d'une grande puissance, pouvaient apparaître nus, de même que les empereurs, comme Septime Sévère, dans la nudité héroïque. Autrement, les dieux barbus, donc qui sont réputés avoir passé l'âge de 30-40 ans, devaient se couvrir, comme les hommes, qui n'allaient plus au gymnase. Eh bien, ici, nous avons le corps d'un Dionysos nu, comme on a le Dionysos d'habitude dans le monde romain, le dieu de la vie, jeune, avec une tête de Dionysos archaïsant, c'est-à-dire d'un Dionysos dont l'iconographie est antérieure à Alexandre le Grand. C'est parce qu'au Gandhara, Dionysos a été apporté donc par les Grecs d'Alexandre et par les Séleucides, et que localement, on a gardé cette iconographie archaïsante de Dionysos. L'artiste qui a refait le modèle pour ce plat a eu un modèle romain, donc avec probablement deux dieux selon le standard romain, donc deux dieux jeunes, dont un Dionysos qui n'était pas barbu, et lui a mis la tête habituelle de son Dionysos hérité de l'hellénisme gandharien, avant d'envoyer le modèle de ce plat, ou peut-être même ce plat lui-même, parce que ce plat est en or, il a 70 grammes, il respecte le standard de mesure de métaux gandhariens avant de l'envoyer jusqu'en Chine. En Chine, à Datong, le plat doit être lié à un contexte bouddhiste. Donc nous voilà retournés à l'idée d'un hellénisme bouddhiste parce que c'est en réalité le bouddhisme qui a adopté cette iconographie dionysiaque des fêtes. Pourquoi ? Parce que les dieux indiens, donc d'avant le bouddhisme même, les yakshis, les forces de la nature, rappelaient des forces de la nature dionysiaques du monde grec. Donc il y a eu une synthèse culturelle entre les deux croyances. Et aussi parce que les festivités bachiques en Grèce rappelaient les festivals indiens en l'honneur des dieux liés à la nature et en particulier à Shiva. Donc voilà comment les bouddhistes adoptent un objet qui est complètement étranger, qui vient d'une iconographie qui exprime le pouvoir romain impérial et en particulier la volonté de Septime Sévère de s'imposer comme grand empereur de Rome, et comment ce modèle est transféré à travers la réflexion gandharienne jusqu'en Chine, encore une fois dans un contexte bouddhique. D'ailleurs, à Datong, nous avons d'autres vases en argent doré qui reprennent des divinités et des scènes dionysiaques romaines. Disons d'emblée, nous ne savons pas quel type de vin, quel type de boisson alcoolisée ces gens, ces Han, donc ces populations turciques ou ces Chinois pouvaient boire dans ces vases. S'agit-il de vin de vigne, de raisin, de vin de palme ? D'autres alcools tirés, par exemple, des produits laitiers, de la steppe, nous n'en savons rien. Mais il est certain que Dionysos,
et par la suite Silène, donc le personnage qui est dans la mythologie grecque, le Didaskalos, le maître de Dionysos, celui qui dirige le cortège dionysiaque, a pris chez ces populations comme un symbole de la fête pour lesquelles les civilisations occidentales avaient une certaine réputation de raffinement, de prestige. Outre les vases dionysiaques, nous avons un autre thème mythologique grec et roman qui arrive jusqu'en Chine. Ce sont les épopées homériques. Et nous avons plusieurs mythes qu'on peut retrouver sur ces productions en argent, sur ces vaisselles de table ou de représentation qu'on retrouve en Afghanistan, au Pakistan, en Inde du Nord, en Asie centrale. Je vous montre ici un vase, un plat en argent qui pourrait venir du Gandhara, qui porte une inscription bactrienne et qui représente, dans une manière hellénique mais raffinée et réélaborée pour un public iranien, eh bien, représente un mythe grec, le mariage des trois grâces avec Hypnos. Vous voyez donc sur la partie intérieure du plat, qui était fait pour être exposé dans une vitrine, trois jeunes femmes, dont celle qui est au milieu est sur une sorte de trône spécial. C'est elle qui se marie, c'est la grâce par excellence qui va épouser le dieu du sommeil, Hypnos. Dans la partie inférieure du plat, on le voit, au moment des noces, le petit Eros qui apparaît avec une torche retrouvait la belle femme qui est allongée à le recevoir. Il s'agit d'un cadeau de mariage. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnages qui sont mentionnés par l'inscription n'ont pas du tout de nom grec. Nous devons donc comprendre qu'au Gandhara, au IIIe siècle après Jésus-Christ, on connaissait ce mythe qui est une sorte de recette pour la jeune mariée. Comment doit être une femme ? Une femme doit être, selon Sénèque, la personnification de Charis. On doit être gracieuse, on doit être à l'écoute de son mari, on doit être généreuse parce qu'on va recevoir en échange les dons du mari. Des vases inspirés d'autres scènes de l'Iliade et de l'Odyssée se retrouvent jusque dans la steppe, jusqu'en Chine. Et je vous montre ici un très beau vase également lié peut-être à la Bactriane, donc ce territoire entre l'Ouzbékistan et l'Afghanistan actuel, qui montre deux scènes de l'Odyssée. Nous reconnaissons Ulysse, le héros grec par excellence, qui a dû plaire pas mal au peuple de ces routes de la soie, donc ces peuples de marchands, comme les Sogdiens. Donc notre Ulysse grec apparaît une fois devant Polyphème, le cyclope qui aimait un peu trop boire, et devant Circé, la magicienne, qui a essayé de le retenir par la force après avoir métamorphosé ses compagnons en animaux. Ce qui est intéressant, c'est que l'artisan qui a fait ce vase, le modèle de ce vase, d'une manière qui peut être compréhensible, mais qui est très différente de la Méditerranée entre le 4e, 5e, 6e siècle, cet artisan connaissait des détails textuels de l'Odyssée. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que Ulysse fait un échange de dons avec Polyphème. Polyphème donne à Ulysse un ossuaire qui est de forme centrale asiatique, non pas de forme méditerranéenne, ça n'existe pas dans le monde méditerranéen. Eh bien, le public bactrien du 4e, 5e, 6e siècle comprenait que Polyphème avait donné à Ulysse les restes des compagnons. Et cela correspond très bien à un vers de l'Odyssée où Polyphème dit « Je vais te donner en guise de don d'hospitalité, de bienvenue, tes compagnons morts ». Ulysse, en revanche, offre un vase de vin à Polyphème. Donc nous avons ici une mise en abîme du vase lui-même. Les Grecs sont aussi ceux qui portent le vase en métal et le vin.
et cache derrière soi la torche par laquelle il va aveugler Polyphème, le cyclope qui n'avait qu'un seul œil. D'autre part, sur le vase, on voit aussi Ulysse devant Circé, et on reconnaît ici une position de Circé qu'on retrouve dans l'art italiote roman à partir du 1er siècle après Jésus-Christ. Voilà comment les motifs romans circulaient, probablement à travers l'Inde, ou peut-être que pourquoi pas aussi à travers l'empire parthe, ou plutôt sassanide, jusque dans la steppe, jusqu'au nord du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, jusqu'à la Russie actuelle. J'arrive enfin à la Chine. Eh bien, nous avons de vases en argent de cet art bactrien, disons hellénique, qui représente des scènes du cycle troyen et qui se retrouvent en Chine. Que pouvaient comprendre les Chinois anciens de ces représentations? Nous n'en savons pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'agissait des objets de grand prestige. Je vous montre ici un plat en argent, un peu abîmé, mais trouvé à Doulan. Eh bien, je l'interprète comme représentant le sacrifice d'Iphigénie. Iphigénie était la fille d'Agamemnon, qui a dû être sacrifiée à Aulis avant que les Grecs, les Achéens, ne puissent prendre les bateaux et prendre la mer pour aller faire la guerre à Troie. C'était un sacrifice à la déesse Artémis, et Iphigénie est une victime innocente. C'est un peu le correspondant, si vous voulez, du monde grec pour ce que représente dans le judaïsme le sacrifice fait par Abraham, qu'Abraham a voulu faire d'Isaac. Iphigénie était la première-née d'Agamemnon, et Agamemnon a tenu plus à sa carrière militaire, à l'engagement envers son frère Ménélas, qui avait perdu sa femme Hélène, enlevée par Paris à Troie. Il a tenu plus à son rang ou à la parole donnée aux guerriers achéens qu'à sa famille, qu'à sa fille aînée. Vous savez, la suite, après la guerre de Troie, quand Agamemnon retourne victorieux de Troie, Clytemnestre va se venger pour ce sacrifice d'Iphigénie et elle va tuer son mari avec son amant Égiste. Donc c'est le début de toute une série de tragédies grecques parce que les enfants d'Agamemnon, Oreste, Électre doivent à leur tour se venger en tuant la mère, ce qui est extrêmement dommage et dommageable selon les croyances anciennes. Eh bien, voilà un motif donc qui arrive à la Chine et qui devait être probablement accompagné d'une histoire, d'une contextualisation pour ajouter à la valeur du vase. Et puisque nous sommes donc dans le prélude de la guerre de Troie, je vous montre ici un vase tout à fait exceptionnel qui montre l'enlèvement d'Hélène et son mariage avec Paris. Ce que nous voyons, ce sont donc trois groupes d'images associant Hélène et Paris. Dans un premier temps, Hélène est à Sparte, elle est la mariée, elle est l'épouse de Ménélas, du roi Ménélas. Ensuite, elle accueille Paris et elle va monter sur le bateau avec Paris. Elle va se marier avec Paris à Troie. Dans la troisième scène, nous voyons que Paris est préparé à la guerre. Ménélas et Agamemnon sont venus avec les Achéens et Paris doit combattre. Comme vous le savez de l'Iliade, il n'était pas très doué, mais il a réussi à tuer quand même le meilleur des Achéens, Achille. Pourtant, sa fin serait tragique. Enfin, Hélène, dans la même scène, part avec sa dot pour retrouver son mari du début. Qu'est-ce que pouvait comprendre, encore une fois, le public chinois ou même l'artiste bactrien qui a fait le modèle de cet oinokoi, de cette aiguillère, ou même celui qui l'a reproduite? Nous n'en savons rien. Mais les détails de ce vase, qui doit donc remonter au
5e siècle après Jésus-Christ correspondent assez bien aux détails des textes que nous avons dans le monde gréco-romain. Il y a certes des contacts qui continuent à travers le monde sassanide. Le 5e siècle, c'est un siècle plutôt de paix, avant les grandes guerres du 6e siècle et l'effondrement du monde sassanide, voire les grandes difficultés du monde byzantin lors des conquêtes islamiques du 7e siècle après Jésus-Christ. Avec les conquêtes islamiques s'arrête cet art iconographique. Nous passons dans une époque d'aniconisme. Les reproductions des vases sont rares, les modèles restent anciens. Mais nous ne pouvons pas dire plus sur la survie d'un hellénisme. Tout ce que vous pouvez entendre sur les yeux bleus de je ne sais pas quel village indien ou chinois, ce sont des spéculations, certes, cela montre la circulation de populations de génétique aryenne, caucasienne, mais cela ne montre pas directement les contacts avec le monde méditerranéen. Pour retrouver ces contacts, nous devons aller fouiller, ou en tout cas fouiller les musées, regarder les objets qui nous parlent par les images. Mais ce qui est certain, c'est que donc dans ce monde de l'Antiquité tardive, que nous avons l'habitude malheureusement de regarder comme un monde décadent, comme la fin d'une grande civilisation, nous avons des cultures qui sont nés de cette grande civilisation et qui portent en avant certains symboles, certains mythes, et qui sont des signes donc de l'importance du classicisme. Qu'est-ce que c'est que le classicisme? Qu'est-ce que c'est que l'antique? C'est précisément le repère de toutes ces civilisations, de tout ce monde qui sont nés tout autour de la Méditerranée, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Nous repérons et nous nous rapportons à ce modèle antique. Pourquoi? Parce qu'il nous séduit. Il nous séduit, nous, encore. C'est pourquoi nous construisons encore des villes selon des plans architecturaux qui remontent dans une forme rationalisée au moins au VIe siècle avant Jésus-Christ, mais nous savons que le modèle est encore plus ancien et proche-oriental. Nous faisons encore des statues avec des représentations qui mettent en avant le beau, la beauté grecque. Notre littérature se rapporte à ce modèle classique, homérique. Nous connaissons tous un peu la mythologie grecque, cette mythologie de l'épopée des poètes tragiques, où nous avons tous des références philosophiques grecques. C'est cela le classicisme. Qu'est-ce que nous apporte de regarder le classicisme et les éléments d'antiquité gréco-romaine en Chine? Pour moi, cela nous permet de voir que ce classicisme a séduit d'autres cultures antiques très différentes de la nôtre et me permet de comprendre donc sa force intrinsèque.